Dans le sud-ouest du Burkina, des villages réinstallés grâce aux forces combattantes, notamment le bataillon d'intervention rapide, le BIR 15, se reconstruisent peu à peu. Les populations y observent une résilience et un élan de solidarité à tous les niveaux. Dans ce trésor, elles dévoilent leur quotidien et les différentes orientations face à la situation sécuritaire. Inclusion au Burkina Faso, les personnes vivant avec un handicap dénoncent leur marginalisation par la société malgré leur carte d'invalidité. Les avantages y afférents ne sont pas mis en œuvre jusque-là, 12 ans après l'institution de cette carte. Vous allez les entendre dans cette édition. Des nouvelles de la campagne agricole dans ce journal. Dans le Passoré, les producteurs se lancent le défi de l'augmentation de la production du riz cette année avec l'appui du gouvernement. Un appui en tracteurs et en intrants avec des grandes prévisions au plan du rendement dans les bas-fonds rizicoles de Kiri. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Dans la lutte contre l'insécurité au Burkina, les actions du BIR 15 dans le sud-ouest ont favorisé la réinstallation de nombreux villages aux environs de Gawa. Réinstallés il y a 6 mois déjà, certains de ces villages ont fait de la résilience un atout et leur quotidien. Les habitants font preuve de solidarité et surtout de patriotisme en attendant de recouvrir la paix intégrale. On voit cela avec Kassoum Tony et Siege Judicaël Poda. L'histoire commence en août et septembre 2023. Les groupes armés terroristes ont déguerpi ce village. Ils ont élu domicile dans ce village jusqu'à ce que le bataillon d'intervention rapide, le BIR 15, vienne les déloger. Aujourd'hui, les habitants sont de retour chez eux, accompagnés par l'État, malgré la reprise difficile des activités. Il y avait des aides alimentaires qui nous ont parvenus. On nous a donné des semences, on nous a donné un peu d'argent des fois. On nous venait en aide en tout cas. Concernant le marché, franchement, ça a pris beaucoup de temps. Mais jusqu'à présent même, le marché, ce n'est pas ça d'abord. Parce que ça a coïncidé avec les cultures. Vous savez, l'année passée, on n'a pas cultivé. Donc les gens sont préoccupés pour la culture là. L'agriculture, un volet très important pour le président du Faso qui a lancé l'offensive agro-pastorale et halieutique. L'objectif est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, même pour les zones nouvellement reconquises. Au niveau du bas-fond, l'État avait intervenu. On nous a donné une machine qui est venue labourer et on a commencé à semer les riz. Il y a des semis qui sont déjà en place, là qu'on peut voir. Et de l'autre côté, dans nos champs un peu lointains là, on est en train d'arranger ça aussi pour pouvoir quand même. Il y a des gens qui ont semé du maïs. Moi personnellement, j'ai fait le sésame, le sorgho et le riz. D'autres comme dans cette famille ont décidé d'adopter un élan de solidarité conformément aux aspirations du chef de l'État. L'année passée, là, on était à l'occasion. Mais aujourd'hui, grâce à Ibrahim Traoré, on vit chez nous. La terre, là, les parcelles, là, c'est pour moi. Mais j'ai donné pour que nous puissions gagner quelque chose à manger. Parce que, grâce à Ibrahim Traoré, il avait parlé à un discours. Donc si tu as eu quelque chose, des fois, si ton ami n'a pas quelque chose, il faut donner un. Donc si tu prends un, donc à cause de ça, j'ai coupé parcelle à donner mes frères là, pour que nous tous doivent avoir quelque chose à manger aussi. Manger à satiété, vivre en paix, c'est ce à quoi aspire ce village. Aujourd'hui, sous l'œil vigilant des volontaires pour la défense de la patrie VDP, le centre de santé a repris ses activités, l'économie reprend également son souffle. Au regard de ces résultats engrangés par les forces combattantes, les populations du Sanguier se sont mobilisées hier à Réau pour témoigner leur soutien aux autorités de la transition. À l'appel du mouvement La Patrie ou Rien, des personnes de tout âge se sont réunies pour un meeting pour reconnaître les mérites du président Traoré et de son gouvernement. L'ambiance avec Nongba Kouda et Sékou Zongo. Le mouvement La Patrie ou Rien sonne la mobilisation ici à Réau. Une mobilisation en soutien au président du Faso et à son gouvernement. Venus de tous les villages de la province du Sanguier, ces populations disent oui à la vision du capitaine Ibrahim Traoré, cela au regard de la dynamique dans tous les secteurs d'activité. Nous sommes rassurés et convaincus que la paix, la sécurité viendra au Burkina Faso avec le président Ibrahim Traoré. Nous sommes rassurés et convaincus
que l'autosuffisance alimentaire sera une réalité au Burkina Faso avec le président Ibrahim Traoré. Nous sommes rassurés et convaincus que l'énergie pour tous au Burkina Faso sera une réalité avec le président Ibrahim Traoré. Nous sommes rassurés et convaincus que l'emploi pour tous sera une réalité au Burkina Faso avec le président Ibrahim Traoré. Un lot d'espoir qui convainc également ces populations. Une conviction exprimée par les représentants des jeunes, des femmes et des différentes confessions religieuses de la province du Sanguier à cette tribune. À travers ce meeting, le mouvement La Patrie Ourien dénonce également ce qu'il qualifie d'acharnement de la communauté internationale contre le Burkina Faso et ses autorités. Les Burkinabés sont donc invités à répondre à l'impérialisme. Le capitaine Ibrahim Traoré et toute son équipe sont venus pour nous. Donc nous devons nous unir pour les accompagner à atteindre les objectifs qui est de libérer le pays. Que tu sois de la droite, de la gauche, chrétien, musulman, animiste, tout le monde, nous sommes d'abord les fils du Burkina Faso et nous devrons nous battre pour libérer ce pays. Libérer le Burkina Faso tout en le développant, le mouvement La Patrie Ourien a foi à cette dualité. Le mouvement appelle donc les populations à souscrire massivement à l'actionnariat populaire pour propulser le pays des hommes intègres dans le concert des nations. On se rappelle l'attaque de Tinzaouaten au Mali le mois dernier. Eh bien, le mouvement Halte à la déportation des guerres sur nos territoires dénonce de vive voix cette attaque, mais surtout le silence de certains chefs d'État. Face à la presse vendredi dernier, le mouvement a également apporté son soutien au président de l'AES et la volonté d'asseoir un développement souverain. Jean-Eudes Bayala, Moussaki. Le mouvement Halte à la déportation des guerres sur nos territoires dénonce et s'indigne contre l'attaque de Tinzaouaten au Mali le mois dernier. Une preuve de la déportation des conflits armés sur le continent africain. Pour les responsables du mouvement, il faut donc un éveil de conscience des peuples africains. Cette déportation ou l'implication des forces étrangères à ce que les gens contribuent à déstabiliser nos différentes nations, nous voulons vraiment commencer à dénoncer cela de vive voix, à dénoncer cela par nos actes et à vraiment dénoncer cela par la mobilisation, la sensibilisation des uns et des autres. Si nous nous taisons, on peut être un jour victime. Dans la même veine, les conférenciers s'interrogent sur le silence de certains chefs d'État africains face à cette attaque de Tinzaouaten. Le désir de l'indépendance réel et total des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, n'est donc pas du goût de ses dirigeants. C'est convainc le coordonnateur du mouvement Halte à la déportation des guerres sur nos territoires. Nous sommes peinés de voir que les chefs d'État de la sous-région, pour ne pas dire des pays de la sous-région, après cette attaque vraiment odieuse qui a connu la présence des forces étrangères occidentales, etc., donc personne n'a osé dénoncer. Ce qui montre par A plus B que ces personnes-là contribuent de façon sournoise à ce que l'espace de l'AES souffre de vraiment son désir de vivre une tranquillité. Dr Alexis Kam et ses camarades apportent leur soutien aux dirigeants de l'AES au regard des stratégies et des équipements militaires déployés contre le terrorisme, le tout combiné avec des actions de développement endogènes. Cela constitue pour le mouvement Halte à la déportation des guerres sur nos territoires un véritable espoir d'une vie paisible, fraternelle pour les peuples de l'Alliance. Par ailleurs, la chaîne de solidarité envers les personnes déplacées internes et foyers vulnérables se poursuit. Hier, à Bobo-Dioulasso, l'association Tienfokene Kanoum Bagaou a fait don de 15 tonnes de vivres à ces personnes défavorisées de la province de Oué. D'une valeur estimée à plus de 5 millions de francs CFA, ce geste salvateur, selon les bénéficiaires, vient soulager leurs conditions. La remise avec Lamine Karantao, Siriki Milogo
et Kadouroumen. 15 tonnes de riz d'une valeur de 5 250 000 francs CFA au profit des personnes déplacées internes et des foyers vulnérables de la province du Oué. Le geste est de l'association Tienfokene Kanubagaou qui entend ainsi contribuer à soulager cette frange sociale défavorisée. C'est au regard de la situation que traverse le pays et suite à l'appel du président du Faso d'être solidaire que nous avons décidé d'agir. Nous constatons également la souffrance des populations côté alimentaire. Donc, il était plus nécessaire de manifester notre solidarité. Ce don vient à point nommé au dire des bénéficiaires. Je félicite tous les membres de l'association pour ce qu'ils ont fait pour nous. Moi-même, je suis une veuve. Ce don va beaucoup me soulager. Je suis très contente. C'est un geste très noble. Pour moi, ça fait partie de l'initiative présidentielle. Donc, si nous voulons vraiment contribuer à encourager les autorités actuelles, donc je pense que cette initiative est à louer, tout comme d'autres. Voilà, pour moi, quand ils m'ont approché, je n'ai vraiment pas hésité. Je dis c'est dans cette dynamique que nous devons nous lancer tous, parce que si nous pouvons tous nous retrouver dans les ronds-points pour cette veille citoyenne, passer la nuit là, mais il y a quand même des activités que nous pouvons mener à accompagner ceux qui y sont et aussi les soldats qui sont sur le terrain. L'association Tienfokene Kanubagaou a été créée en 2018 avec comme ambition la construction d'une nation prospère. Don de sang, journée de salubrité sont entre autres actions à mettre à l'actif de cette association. Près d'un demi-siècle de vie, 49 ans d'existence pour être précis, le syndicat unique de la météorologie commémore son anniversaire cette année par un panel. Tenu hier à Ouagadougou, il a réuni les participants autour de la thématique historique des luttes syndicales dans le secteur de l'aviation civile au Burkina Faso. Le point avec Roger Kam et Tanga Kafando. C'est un panel qui sert de partage d'expériences et d'échanges intergénérationnel. En 49 ans d'existence, le syndicat unique de la météorologie et de l'aviation civile et assimilée a mené des luttes et il est aujourd'hui question de comptabiliser les acquis et envisager l'avenir. Je vais d'abord rappeler la lutte pour l'aéroport de Doncin, qui est d'actualité jusqu'à présent. Aujourd'hui, je crois que nous avons les fruits de notre lutte parce que le gouvernement, le 9 août 2023, a résilié le contrat. En 2015, lorsque l'UAS a lancé, j'allais dire, la grève générale contre le coup d'État du CNDD, l'aéroport était un point névralgique. Et le collectif, à travers en tout cas tous les syndicats, ont participé à cette lutte-là. En 2013, nous avons fait une lutte de 48 heures, une grève de 48 heures par exemple, parce que tout simplement, on voulait nous arracher, j'allais dire, nos terrains. Le secteur reste confronté à des défis, mais le syndicat salue la dynamique avec la résiliation de la convention de l'aéroport de Doncin. Nous sommes battus pour que véritablement cette concession-là se fasse, si elle a lieu, elle se fasse vraiment dans de très bonnes conditions. Voilà, pour que en 30 ans, 50 ans, on n'ait pas à regretter ce qui s'est passé. On a l'expérience du passé. Il faut, et sur cette base-là, qu'on construit l'avenir. Le panel pour les 49 ans du syndicat unique de la météorologie et de l'aviation civile et assimilée s'est tenu sous le thème historique des luttes syndicales dans le secteur de l'aviation civile au Burkina Faso. Le syndicat est né en 1975. Également dans l'actualité, instituée depuis 2012, la carte d'invalidité affectée aux personnes vivant avec un handicap pour leur garantir, entre autres, l'éducation, la santé, l'emploi, le transport et la formation professionnelle peine toujours à s'imposer. Les détenteurs n'ont toujours pas les avantages prévus conformément au texte en vigueur. Sur les raisons, les explications de Bitipi Naon, Drissa Traoré et Kadouro Menki. Instituée en 2012 par la loi 012 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, la carte d'invalidité confère quelques facilités à ses détenteurs suivant les décrets d'application en la matière. Le premier décret qui porte sur les mesures sociales en matière de santé et d'éducation à l'endroit des personnes handicapées.
Et le décret, ça porte sur la formation professionnelle, l'emploi et les transports. Pour ce qui est des avantages, par exemple, en matière de santé, il est effectivement dit qu'il y a l'exonération. Et il est encore précisé que pour la personne handicapée détentrice de la carte d'invalidité, si cette personne-là est en plus indigente, donc détentrice d'un certificat d'indigence, il est systématiquement procédé à la gratuité des soins et services de santé en sa faveur. Pour la majorité des détenteurs de la carte, ces avantages sont loin d'être une réalité. Sur le point de vue pratique, en tout cas, ça reste à désirer. Par exemple, toute personne détentrice de la carte d'invalidité est déclarée diminuée, normalement doit payer une somme forfaitaire pour la scolarité. Mais c'est qu'on nous a dit que, bon, comme c'est les inscriptions en ligne et la plateforme n'est pas paramétrée pour accueillir ces genres de situations, mais néanmoins, nous on peut faire l'inscription et faire les poursuites jusqu'à aller à Ouagadougou. Maintenant, si ça a été pris en compte, ils vont nous rembourser ce qu'on ne devrait pas payer. Bon, vous-même, vous imaginez, pour ça, si je dois me déplacer pour aller à Ouagadougou, pour aller faire cette démarche-là, c'est que ce n'est pas la peine. Hormis, en tout cas, les concours directs au profit des personnes handicapées, je n'ai pas bénéficié d'aucun autre avantage. Quand tu vas là à l'hôpital, on te donne une ordonnance parce qu'il y a l'exonération, parce que tu as une carte d'invalidité. Le caissier qui est à la caisse ne sait pas, est-ce qu'il pourra exonérer cette carte pour toi? Donc nous ne jouissons pas vraiment de cette carte. Cette situation n'est pas du goût des organisations de personnes handicapées qui n'ont de cesse de militer pour des politiques sensibles à la situation du handicap. Quand nous voyons les combats que nous avons menés depuis lors jusqu'à aujourd'hui et quand nous essayons de voir la situation, vraiment on est peiné. Souvent on se pose des questions. En réalité, on ne parle plus davantage lorsque c'est devenu la loi. Donc c'est devenu un droit. C'est un droit. Donc on va travailler à ce que ces droits soient respectés. Surtout, la plus grande difficulté se trouve au niveau de la santé. L'éducation, ça commence à aller au niveau primaire. Mais secondaire, universitaire, bon, ça va, mais il y a beaucoup encore à faire. Du côté du département en charge de l'action humanitaire, l'on appelle à plus de compréhension et de résilience. La question du handicap étant transversale, il va de soi que la mise en application de ces textes-là suit vraiment les ressources également qu'un département ministériel devrait avoir pour pouvoir accompagner. Donc du coup, les limites de l'applicabilité des avantages que la carte d'invalidité doit accorder aux personnes handicapées tiennent sur deux plans. Le premier plan, c'est surtout le plan de la méconnaissance effective des dispositions de la loi et des décrets d'application y afférentes. Et le second plan, c'est surtout l'absence de ressources conséquentes allouées pour permettre l'accompagnement des personnes handicapées à travers les avantages dévolus par la loi 012. La loi 012 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées au Burkina Faso date du 1er avril 2010. Elle est inspirée de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, ratifiée par le Burkina Faso en juillet 2009. Fin de la 9e édition du Refresher, programme de l'Union catholique africaine de la presse. Achevée vendredi dernier, elle a mobilisé à Ouagadougou près d'une centaine de participants venus de 7 pays de la sous-région. Composés essentiellement de journalistes et de communicateurs, ils ont pu renforcer leurs capacités grâce aux assises. Adama Guiti et Jacques Lamissa Tarpaga. Les réseaux sociaux sont devenus des sources d'informations primordiales, particulièrement en temps de crise. Les citoyens naviguent très souvent entre le faux et le vrai, mettant à mal le professionnalisme du journaliste. L'Union catholique africaine de la presse, UCAP, section de Burkina, s'intéresse à la question. Tout au long de la 9e édition de ces assises dénommées Refresher Programme, les journalistes et communicateurs catholiques de l'Afrique de l'Ouest réfléchissent sur les moyens de promotion du professionnalisme sur les réseaux sociaux en temps de crise sécuritaire. Le journaliste a son arme, c'est-à-dire le micro, c'est-à-dire la plume, c'est-à-dire sa caméra. Mais nous, en tant que journalistes, je ne dirais pas seulement en tant que journalistes catholiques, nous devons nous servir de cette arme pour servir l'humanité. Cette arme doit dire la vérité dans l'amour.
Cette arme doit constituer un motif de rassemblement. Cette arme doit permettre le vivre ensemble pour un développement. Les participants à cette rencontre sont venus de 7 pays de la sous-région. Chacun reconnaît ici l'ampleur du phénomène des fausses informations, de la diffamation, de la presse à scandale et entend travailler à développer l'autorégulation au sein des rédactions. L'UCAP fait également une ouverture à ses co-religionnaires. Les musulmans et les évangélistes sont présents à ce 9e Refresher Programme. Je retiens justement que cette semaine de travail nous a permis non seulement de renforcer nos capacités en tant que journalistes et communicateurs, ça nous a permis également d'aller au tréfonds justement des règles de déontologie et d'éthique de la profession qui nous permettront justement de faire notre travail convenablement. Au-delà de ça, ça nous a permis également de comprendre que la cohésion sociale et le vivre ensemble sont des biens communs que nous devons préserver, que nous devons œuvrer justement à répandre justement au sein de toute la communauté. C'est une note positive que l'Union catholique de presse, l'UCAP, Burkina nous invite à ce séminaire de renforcement de capacité de partage en tant qu'organisation sœur. C'est une démarche qui participe au dialogue interreligieux et que nous saluons. Au bout d'une semaine d'activité, les participants prennent la résolution d'élaborer une charte de bonne conduite sur l'utilisation des réseaux sociaux afin de réduire les effets néfastes de ces nouveaux outils et canaux de communication sur les populations. Cap sur Bobo Dioulasso pour la restitution de l'étude aéronautique de l'ASECNA pour le développement de l'aéroport international. Une étude voulue par l'État pour mieux identifier les mesures et les besoins en termes d'équipement, d'infrastructures et de ressources humaines pour l'exploitation des vols cargo. Les conclusions de l'étude avec Kassoum Milogo, Sayouba Mambone et Kadouro Menki. Après 3 jours de travaux intenses ponctués par l'analyse documentaire de visites terrain et d'ateliers, ces experts de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne ASECNA présentent ici les résultats de l'étude commanditée par l'État burkinabé. Une étude qui vise à faire de l'aéroport international de Bobo Dioulasso un hub du fret international. Il s'agit d'une vision du chef de l'État. Il s'agit d'un projet très important pour notre pays, pour le développement donc de notre région. Et pour nous, il était de bon ton que nous venions de vive voix réaffirmer cet engagement-là et surtout recueillir aussi l'engagement des différents acteurs. Le but de cette étude, c'était de permettre une exploitation de l'aérogare fret début 2025, en janvier, et discuter également avec les compagnies, voir dans quel cadre elles vont nous accompagner et aller vers un décret présidentiel ou un arrêté ministériel qui va fixer les bases pour dire qu'à partir de 2025, tout cargo sera orienté, en tout cas fret, sera orienté sur Bobo. En clair, il s'agit de faire de la cité de Sia la porte d'entrée et de sortie de tous les vols cargo du Burkina Faso à partir de janvier 2025. La mise en œuvre des recommandations de l'étude facilitera la tâche aux opérateurs économiques. Les cargos vont être orientés à Bobo, c'est-à-dire que la question du fret arrivé va être résolue. Et si tous les avions se déportent à Bobo, c'est pour dire que leur retour est déjà vide. Et quand nous, on sera là avec le minimum de fret pour pouvoir les charger, forcément le coût va baisser. Cette étude fait suite à l'audit de certification en avril dernier aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI, de l'aéroport international de Bobo Dioulasso. Et la situation géographique de Sia fait de la ville un carrefour stratégique dans la sous-région et même au-delà. Parlons à présent de la production du riz au Burkina. Elle prend de l'ampleur cette année dans la région du Nord grâce à l'appui du gouvernement aux producteurs en tracteurs et en intrants. Dans le Passoré, cet appui a motivé les exploitants des bas-fonds rizicoles de Kiri à augmenter leur production. Sur une superficie de 15 hectares, il prévoit de meilleurs rendements pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Le constat de Karim Ilboudou et Alidou Alé Savadegou. Bas-fonds risicole de Banoué dans la commune de Kirsi au Passoré.
Sur une superficie de 15 hectares environ, plus de 270 exploitants s'adonnent à la production du riz. Ces bas-fonds contribuent à l'autosuffisance alimentaire dans la zone, en témoignent les exploitants. Ce que nous allons produire sera pour nous et aussi pour d'autres personnes. Ça nous aide vraiment dans nos besoins alimentaires. Ici, la production du riz en cette campagne humide est motivée par les actions du chef de l'État dans le secteur de l'agriculture. Ce que le gouvernement a entrepris ces dernières années nous libère vraiment de la pauvreté. On n'a jamais imaginé qu'on peut donner un tracteur à un cultivateur si ce n'est pas avec ce gouvernement. Cette année également, on a reçu de l'appui d'intrants et à travers le projet PRECA et aussi de l'appui du gouvernement et pour l'accompagnement de ces producteurs. Ça permet d'atteindre l'objectif du gouvernement, notamment les plus de 1 million de tonnes de riz. La production du riz dans les pastorets occupe une place importante dans le secteur agricole. Les responsables de ce département saluent l'engagement des producteurs pour l'atteinte des objectifs du gouvernement burkinabé à travers l'offensive agro-pastorale et halieutique. Notre message, c'est encourager tous les producteurs, demander à tous les producteurs en tout cas de se mettre au travail parce que les autorités actuelles, donc avec l'offensive agro-pastorale, ont apporté en tout cas beaucoup d'appui donc à l'endroit de la production et agricole. Donc, et sur ce, donc, ils doivent en tout cas se donner à fond donc, pour que nous puissions espérer donc, atteindre l'autosuffisance alimentaire. La saison humide s'est installée avec un léger retard dans la région du Nord. Les espoirs sont donc fondés sur la pluviométrie, l'utilisation des semences adaptées à la région et la bonne application des techniques culturelles. Hier, à Bobo Dioulasso marquait l'acte 10 de l'opération de salubrité Bobo Sanyasira. Et c'est à l'arrondissement 4 que les agents de la commune et les femmes de la brigade verte se sont donnés à cœur joie à une séance de nettoyage. Une activité pérennisée pour assainir davantage le cadre de vie des populations et lutter convenablement contre le paludisme et la dengue. Hassan Gourabou, Adama Julien Dambélé. C'est parti pour l'opération d'assainissement Bobo Sanyasra dans l'arrondissement 4 de la ville. Ce dépotoir d'ordures, situé entre le lycée Wenzin Koulibaly et la cité du 4 août, est pris d'assaut par des femmes de la brigade verte et d'autres agents de la commune. Appuyés par des engins lourds, ils s'attellent à assainir le site. Ce travail va nous amener un peu la quiétude en ce qui concerne la santé dans les secteurs. C'est le fait même surtout que ce soit mon quartier qui a été choisi par la mairie, l'arrondissement numéro 4. Nous aussi, on va tout faire, la veille citoyenne qui est là, et les riverains qui sont là, pour empêcher les gens de déposer des ordures ici, seulement en sensibilisant. La commune nous a donné instruction à ce que nous puissions travailler, que cet endroit ne soit plus un dépotoir dans notre arrondissement. Cette initiative de la commune se déroule avec l'appui du projet Gouvernance inclusive pour la résilience IGR. Elle vise à débarrasser les lieux des gîtes larvaires, surtout en cette période de saison pluvieuse. Le gîte larvaire par excellence, ce sont les tas d'ordures. L'année dernière, la maladie a fait malheureusement beaucoup de victimes. Cette année, les données sont moins inquiétantes. Il faut que nous redoublions d'ardeur et que nous appliquions, mettions en œuvre les conseils et recommandations des médecins, des agents de santé, et dont notamment de l'élimination de tout ce qui peut constituer des gîtes larvaires pour les moustiques, tant du palu que de la dengue. L'opération d'assainissement Bobo Sanyasra est prévue s'étendre ainsi sur tous les arrondissements de la ville. Et pour permettre une meilleure mise en œuvre, le projet Gouvernance inclusive pour la résilience met à la disposition de la commune du matériel composé de râteaux et de brouettes. Au même moment, l'Association pour la préservation et la restauration de la nature procédait à un reboisement sur le site de la centrale solaire de Koudougou, situé à Godet. Un bosquet de 2 hectares jadis déboisé par la Sonabel. Elle entend ainsi étendre cette activité à plusieurs villes du Burkina. Le compte-rendu de Adama Guiti, Fanta Ouattara et Moussaki. Démonstration de plantation d'arbres au profit des membres de l'association pour la préservation et la restauration de la nature. Ici, ils érigent un bosquet de 2 hectares sur le futur siège de la centrale solaire voltaïque
de la Société nationale burkinabé d'électrification Sonabel dans le village de Godin, à quelques encablures de la ville de Koudougou. Ce reboisement pour objectif de freiner les effets du changement climatique et de contribuer à la sécurisation du site. C'est d'abord un engagement pour la Sonabel de reverdir tous les endroits qui font l'objet de déforestation du fait de nos activités. Vous avez suivi, il y aura une centrale solaire d'environ 40 MW crête sur le site. Donc tout le couvert végétal sera détruit. Il faut donc à côté que nous puissions donc reboiser donc en compensation de ce que nous allons détruire. 775 plants composés entre autres de Nîmes, de lianes goyanes, de flamboyants sont ici mis en terre par l'Association pour la préservation et la restauration de la nature. Elle s'engage également à veiller à l'entretien et à la survie des plants. Nous avons opté de faire des reboisements sécurisés. Nous ne voulons pas faire du reboisement spectacle. Donc sur nos différents bosquets, il y a des forages et des châteaux d'eau qui permettent de l'arrosage des plants pour qu'ils puissent survivre. L'Association pour la préservation et la restauration de la nature est créée par la Sonabel le 14 mai 2021 afin de bien mener sa politique de reboisement. La dynamique est ainsi enclenchée partout où il y a une agence commerciale de la structure. Des bosquets seront érigés entre autres à Bobo-Dioulasso, Manga et Zignaré dans les jours à venir, foi de la présidente du conseil exécutif de l'association pour la préservation et la restauration de la nature. Reboisement également hier à Napalgué, village situé à quelques encablures de Boussy. À l'initiative de l'association Environnement et Développement Local, 2000 plants sont mis en terre afin de lutter efficacement contre la désertification et les changements climatiques. Konsono Koulibaly et Moumouni Wanga. L'arbre célébré à Napalgué dans le Kourouéougo en cette matinée. À l'initiative de l'association Environnement et Développement Local EDEL, en collaboration avec l'association Namanegabzanga, population, acteurs de la veille citoyenne, autorités coutumières et administratives de la province, procèdent au reverdissement du couvert végétal ici à Napalgué. Et c'est le concept « un homme, un arbre, un an » qui est adopté pour cette opération de reforestation. Nous ne faisons pas des reboisements pour faire des reboisements. Et notre consigne est très simple. Nous, même si c'est 50 arbres, nous allons venir planter, mais nous voulons planter responsable. Responsable, ça veut dire nous allons suivre l'arbre jusqu'en fin d'année. D'où notre slogan, un homme, un arbre, un an. Cette action de l'association EDEL en ces lieux fait suite à la requête de Naba Kango, chef coutumier de Napalgué. Elle implique la mise en terre de plus de 2000 plants composés essentiellement de caïcédra et de Nîmes. Des arbres qui trôneront le long de cette voie sur une distance de 12 km. Nous sommes là ce matin pour dire merci d'abord aux initiateurs de cette activité qui est en droite ligne avec la vision actuelle de nos plusieurs autorités. Cela signifie que la population a pris conscience de travailler à reverdir l'environnement, à changer en tout cas l'environnement afin que nous puissions lutter contre le changement climatique et lutter contre la déforestation. L'association EDEL fait sienne la lutte contre le changement climatique. Par les reboisements communautaires, la sensibilisation et la mobilisation citoyenne, elle apporte sa touche aux nombreuses actions du gouvernement en vue de la restauration et la préservation des écosystèmes. C'est tout pour les informations de ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite du programme sur la télévision du Burkina.